L'illusion de la croissance, le compte à rebours. En apparence, l'économie russe semble défier les lois de la gravité financière. En 2024 et 2025, elle affiche une croissance du PIB supérieure à celle de nombreuses économies européennes. Mais les économistes avertis savent qu'il s'agit d'une croissance de mauvaise qualité, dopée artificiellement par des dépenses militaires massives qui consomment jusqu'à 40% du budget fédéral. C'est ce que l'on appelle une économie en surchauffe. Le moteur tourne à plein régime, la fumée sort du capot, mais la voiture n'a plus d'huile. Selon les projections macroéconomiques, ce moteur risque de gripper mécaniquement à l'horizon 2026. L'année 2026 est identifiée par de nombreux analystes comme le point de bascule mathématique. C'est le moment où 3 courbes fatales vont se croiser. L'épuisement des réserves liquides du fonds souverain national, la baisse structurelle des revenus pétroliers due à un marché mondial excédentaire, et l'incapacité du secteur civil à supporter des taux d'intérêt à 21%. Jusqu'à présent, Moscou a géré l'effort militaire en puisant dans ses économies passées. En 2026, l'épargne sera consommée, et il faudra financer le déficit par l'inflation ou la dette massive. Ce documentaire n'est pas une prédiction politique sur l'issue du conflit actuel, c'est une analyse froide des bilans comptables. Nous allons décortiquer pourquoi le modèle économique actuel, basé sur la keynésianisme militaire, créer de la croissance en fabriquant des équipements qui sont ensuite détruits, n'est pas soutenable sur le long terme. Nous verrons comment la pénurie de main-d'œuvre asphyxie les entreprises civiles, et pourquoi la dépendance technologique envers l'Asie crée une inflation importée impossible à maîtriser. Nous analyserons également le Siniwas, scénario saoudien, pour 2026. Si l'OPEP décide de rouvrir les vannes du pétrole pour regagner des parts de marché, le baril pourrait chuter à un niveau où le budget russe devient insolvable. C'est une guerre économique silencieuse qui se joue sur les marchés à terme, bien loin du front, mais dont les conséquences pourraient être bien plus dévastatrices pour la stabilité intérieure que les sanctions occidentales. Préparez-vous à regarder sous le capot de la 11e économie mondiale. Ce que les chiffres révèlent, c'est une économie qui cannibalise son propre avenir pour survivre au présent. 2026 ne sera pas juste une année difficile, ce sera l'année de l'addition. Bienvenue dans l'analyse du mur de 2026. Chapitre 1. Le piège pétrolier. Le choc de revenus 2026. Le premier pilier de la fragilité russe pour 2026 repose sur une variable externe qu'elle ne contrôle pas, le prix du pétrole. L'économie russe est une économie de rente. Pour équilibrer son budget actuel, surchargé par les dépenses de défense, Moscou a besoin d'un baril de pétrole, Urals, aux alentours de 70 à 80 dollars. Cependant, les signaux du marché pour 2026 sont alarmants. L'Agence internationale de l'énergie prévoit un excédent mondial de pétrole, surplus, dû à la production record des Amériques, USA, Brésil, Guyane, et au ralentissement de la demande chinoise. Le danger majeur vient de l'Arabie saoudite. Frustré de voir ses parts de marché grignotées par des producteurs non OPEP, Riyad a signalé son intention d'abandonner sa politique de prix élevé pour privilégier le volume. Si l'Arabie saoudite inonde le marché en 2026, comme elle l'a fait dans les années 80 ou en 2014, le prix du baril pourrait s'effondrer vers les 50 ou 60 dollars. Pour le budget russe, ce serait une catastrophe arithmétique. Chaque dollar de baisse du baril représente des milliards de pertes fiscales immédiates. Contrairement à 2014, la Russie n'a plus accès aux marchés financiers occidentaux pour emprunter et lisser le choc. Elle devra encaisser la baisse de revenus de plein fouet. De plus, la Russie vend déjà son pétrole avec une décote, discount, à la Chine et à l'Inde, en raison des sanctions logistiques. Si le prix mondial baisse, cette décote rendra la marge bénéficiaire des compagnies pétrolières russes, Rosneft, Lukoil, extrêmement fine. L'État devra alors choisir, taxer davantage ces compagnies au risque de tuer l'investissement ou laisser le déficit se creuser. La situation gazière n'offre aucun relais de croissance. Après avoir coupé les ponts avec l'Europe, son client le plus rentable, Gazprom a enregistré en 2024 sa première perte nette en 25 ans. Le pivot vers l'Est prendra une décennie à se matérialiser physiquement. Le gazoduc Force de Sibérie 2, vers la Chine, est toujours en négociation. Pékin imposant des prix d'achat très bas. En 2026, les revenus gaziers seront encore une fraction de ce qu'ils étaient en 2021, laissant le pétrole porter seul tout le poids budgétaire. Il faut aussi noter l'augmentation des coûts d'extraction. Les gisements sibériens sont matures et nécessitent des technologies de pointe pour maintenir la pression. Avec les restrictions technologiques, les sociétés russes doivent utiliser des équipements chinois ou de substitution, souvent moins efficaces et plus coûteux. Le coût marginal de production du baril russe augmente, inflation des coûts, tandis que le prix de vente risque de baisser. C'est un effet de ciseau redoutable pour la rentabilité de l'État. La stratégie de la flotte fantôme, Shadow Fleet, pour transporter le pétrole commence aussi à montrer ses limites. Ces vieux navires coûtent cher à entretenir et à assurer.
Les pays importateurs comme l'Inde commencent à diversifier leurs sources, profitant de leur position de force pour négocier des rabais encore plus importants. En 2026, la Russie ne sera plus en position de dicter les prix. Elle sera un vendeur forcé, price taker, sur un marché saturé. En résumé, 2026 s'annonce comme l'année où la rente énergétique ne suffira plus à payer les factures de l'État. Le modèle économique russe a été bâti sur l'hypothèse d'une énergie chère. Si le cycle des matières premières se retourne, comme le prévoient les analystes pour le milieu de la décennie, les fondations mêmes du budget fédéral s'effondreront, forçant des choix drastiques entre le beurre et les canons. Chapitre 2. La crise démographique et la main-d'œuvre. Le deuxième signe d'effondrement pour 2026 est humain. La Russie fait face à la crise démographique la plus sévère de son histoire moderne, aggravée par le conflit. Cette pénurie crée une spirale inflationniste salaire-prix. Les entreprises civiles, pour retenir leurs employés face aux salaires attractifs de l'industrie de défense, doivent augmenter les salaires de 20% à 30% par an. Cela détruit leurs marges bénéficiaires et alimente l'inflation générale. En 2026, cette dynamique deviendra insoutenable pour les PME qui ne bénéficient pas de contrats d'État. Nous risquons de voir une vague de faillites dans le secteur des services, non pas par manque de clients, mais par manque de personnel abordable. L'industrie de défense agit comme un aspirateur à talent, drainant les ingénieurs, les soudeurs et les mécaniciens du reste de l'économie. C'est une allocation inefficace des ressources. Un ingénieur qui fabrique un char, qui sera détruit, ne fabrique pas une machine-outil ou un logiciel qui améliorerait la productivité future. En 2026, l'effet cumulé de ce détournement de capital humain se fera sentir sur la qualité des infrastructures et des services civils. La solution traditionnelle de la Russie, l'immigration venue d'Asie centrale, est en train de se tarir. La chute du rouble rend les salaires russes moins attractifs pour les travailleurs tadjiks ou ouzbeks qui préfèrent désormais se tourner vers le Moyen-Orient ou la Corée du Sud. De plus, le climat social en Russie est devenu plus hostile envers les migrants après les événements sécuritaires de 2024, Crocus City Hall. Sans cet apport de main-d'œuvre, les secteurs de la construction et de la logistique risquent la paralysie. La pyramide des âges russes présente un creux massif dans la génération des 25-35 ans, les enfants de la crise des années 90. C'est exactement cette cohorte qui est la plus productive et la plus mobilisable. En 2026, ce groupe sera encore plus réduit. La productivité du travail, déjà faible en Russie par rapport aux standards occidentaux, va chuter faute d'investissements technologiques et de personnel qualifié. L'impact sur le système de retraite et de santé sera également majeur. Avec moins d'actifs pour cotiser et une population vieillissante, le déficit des fonds sociaux va se creuser. L'État devra combler ce trou, ajoutant une pression supplémentaire sur un budget déjà en tension. C'est un cercle vicieux où la démographie freine la croissance potentielle du PIB à un niveau proche de 0,5% ou 1% maximum hors dépenses militaires. En conclusion de ce chapitre, l'économie russe de 2026 sera une économie sans bras et sans cerveau. Vous pouvez imprimer des roubles, mais vous ne pouvez pas imprimer des ingénieurs expérimentés de 30 ans. Cette contrainte physique est indépassable et constituera le principal frein à toute tentative de diversification économique promise par le Kremlin. Chapitre 3. L'asphyxie monétaire, taux à 21% et dette. Pour comprendre la douleur qui attend l'économie civile en 2026, il faut regarder du côté de la Banque centrale de Russie. Dirigée par Elvira Nabiulina, cette institution mène une lutte désespérée contre l'inflation, en montant les taux directeurs à des niveaux prohibitifs, 21% fin 2024, potentiellement plus en 2025. L'objectif est de refroidir la demande. Mais à ce niveau de taux, le crédit bancaire devient une arme de destruction pour l'économie privée. En 2026, les effets retardés de ces taux élevés frapperont de plein fouet. Une entreprise civile qui doit emprunter à 25% ou 30% pour investir ou gérer sa trésorerie est mathématiquement condamnée à la faillite, sauf si elle opère dans un secteur hyper spéculatif. L'investissement privé hors défense va s'effondrer. On ne construit pas d'usines, on ne renouvelle pas de flotte de camions avec un coût du capital aussi élevé. C'est la zombification du secteur privé. Le problème est que cette politique monétaire est inefficace contre l'inflation actuelle. Pourquoi ? Parce que l'inflation russe n'est pas tirée par une demande excessive des consommateurs, mais par les dépenses publiques, budgétaires, et la pénurie de l'offre. La Banque centrale appuie sur le frein, taux élevé, pendant que le gouvernement appuie sur l'accélérateur, dépenses militaires, et le résultat est que le moteur chauffe et que les plaquettes de frein brûlent. En 2026, cette contradiction institutionnelle pourrait mener à une perte de contrôle monétaire. Il existe aussi un risque majeur sur la dette à taux variable. De nombreuses entreprises russes ont souscrit des prêts à taux flottants ces dernières années. Avec le maintien des taux élevés plus longtemps que prévu, higher for longer, le coût du service de la dette va exploser en 2026.
Nous pourrions assister à une crise de liquidité bancaire où les entreprises ne peuvent plus rembourser, forçant l'État à intervenir pour sauver les banques, ce qui créerait encore plus d'inflation. L'autre volet est la dévaluation du rouble. Malgré les taux élevés et le contrôle des capitaux, la monnaie russe glisse lentement. Cela renchérit le coût des importations vitales, pièces détachées, électroniques chinoises. En 2026, avec des réserves de change liquides épuisées, la Banque centrale aura moins de munitions pour défendre le cours du rouble en cas de choc pétrolier. Une dévaluation brutale relancerait l'inflation, détruisant le pouvoir d'achat des ménages. L'accès au crédit pour les ménages, hypothèques, crédits auto, va se fermer. Le gouvernement a déjà commencé à réduire les programmes d'hypothèques subventionnés. En 2026, le secteur de la construction résidentielle, qui a été un moteur de croissance important, risque un atterrissage brutal. Sans crédit bon marché, les Russes ne peuvent pas acheter d'appartements aux prix actuels. L'éclatement de la bulle immobilière ajouterait une crise patrimoniale à la crise industrielle. En synthèse, l'asphyxie monétaire est programmée. Pour maintenir l'effort de guerre sans hyperinflation, la Russie doit tuer son secteur privé par des taux punitifs. En 2026, le tissu économique sera divisé en deux. D'un côté, le secteur d'État inondé d'argent public, et de l'autre, un désert économique privé asséché par le coût de l'argent. C'est un retour structurel vers une économie de commande quasi-soviétique. Chapitre 4. L'addiction au complexe militaro-industriel. L'économie russe est devenue une économie de drogués, et la drogue est la dépense militaire. En 2024-2025, la croissance du PIB est portée par la production de chars, d'obus et d'uniformes. Statistiquement, cela crée de la richesse. Le PIB augmente. Mais économiquement, c'est une destruction de valeur. Un char produit ne génère aucun revenu futur, ne sert pas à la consommation et finit souvent détruit. C'est de la croissance stérile. Le danger pour 2026 réside dans l'incapacité de sortir de ce cycle. Si le gouvernement décide de réduire les dépenses militaires pour assainir le budget, il provoquera une récession immédiate. Les usines fermeront, les salaires baisseront et la demande s'effondrera. L'économie est devenue dépendante de la perfusion étatique. C'est le piège classique des économies de guerre. La transition vers la paix est tout souvent économiquement plus douloureuse que la guerre elle-même. De plus, ce complexe militaro-industriel cannibalise les autres secteurs. Il accapare les puces électroniques, les métaux, les transports ferroviaires. En 2026, les infrastructures civiles, maintenance des avions de ligne, des centrales électriques, des réseaux d'eau, souffriront de 2 années de sous-investissement et de pénurie de pièces, toutes détournées vers l'effort prioritaire. Les accidents industriels et les pannes, déjà en hausse, deviendront systémiques. La nationalisation rampante est une autre conséquence. Pour sécuriser la production, l'État reprend le contrôle d'usines privées ou force leur réorientation. Cette étatisation réduit l'efficacité globale de l'économie. Les directeurs d'usines sont nommés pour leur loyauté et leur capacité à remplir des quotas, pas pour leur rentabilité. En 2026, la Russie ressemblera de plus en plus à une économie planifiée, inefficace, incapable d'innover. L'inflation des coûts militaires est aussi un facteur clé. Produire un char en 2026 coûtera beaucoup plus cher qu'en 2023 à cause de la hausse des salaires, du coût des composants importés via des intermédiaires, sanctions, et de l'usure des machines-outils occidentales qui ne peuvent pas être remplacées facilement. Le budget de la défense devra donc augmenter juste pour maintenir le même niveau de production physique, creusant le déficit. Cette structure économique isole la Russie des grandes tendances mondiales. IA, transition énergétique, biotechnologie. Pendant que le monde investit dans l'avenir, la Russie investit dans des technologies métallurgiques du XXe siècle. En 2026, le fossé technologique avec la Chine et l'Occident se sera creusé de manière irréversible, reléguant la Russie au rang de fournisseur de matières premières et d'acheteur de technologies clés en main. En conclusion de ce chapitre, l'addiction militaire a créé une bulle artificielle. Tant que l'État injecte des milliers de milliards, l'illusion tient. Mais en 2026, lorsque les réserves financières s'épuiseront, l'État ne pourra plus payer sa dose quotidienne. Le sevrage sera brutal et l'économie découvrira qu'elle a sacrifié sa base civile pour une machine de guerre qui ne produit aucun bien-être durable. Chapitre 5. La fin des réserves. Le fonds de souverain à sec. Le point de rupture mathématique de 2026 concerne le fonds de bien-être national, FNB, l'épargne de la Russie accumulée pendant les années de pétrole cher. Ce fonds a servi à combler les déficits budgétaires depuis 2022. Mais il faut faire une distinction cruciale entre les actifs totaux
et les actifs liquides. Une grande partie du fonds est investie dans des projets d'infrastructures russes, des actions d'entreprises russes ou des devises illiquides. Cet argent est bloqué. Selon les projections de Bloomberg et d'économistes indépendants, la partie liquide du fonds, hors yuan chinois utilisable immédiatement, sera épuisée fin 2025 ou début 2026 au rythme actuel des dépenses. C'est le mur de 2026. Quand ce compte d'épargne atteint zéro, la Russie perd sa marge de manœuvre. Elle ne pourra plus financer le déficit sans imprimer massivement de la monnaie, inflation, ou augmenter drastiquement les impôts, impopulaires. La réforme fiscale de 2025, qui a déjà augmenté les impôts sur les entreprises et les hauts revenus, montre que le gouvernement anticipe ce problème. Mais cela ne suffira pas. En 2026, l'État devra probablement piocher dans les bilans des grandes entreprises publiques, Gazprom, Rosneft, ou imposer des taxes exceptionnelles sur l'épargne des citoyens, répression financière. Cela brisera le contrat social tacite de stabilité. L'absence d'accès aux marchés internationaux de la dette rend cette situation critique. La plupart des pays gèrent leur déficit en émettant des obligations achetées par des étrangers. La Russie doit vendre sa dette à ses propres banques nationales. Mais en 2026, les banques russes seront déjà saturées de dettes d'État. Pour qu'elles continuent d'acheter, la Banque centrale devra leur fournir des liquidités, ce qui revient in fine à de la planche à billets déguisée. La dépendance au yuan chinois pour les réserves pose aussi un problème de souveraineté. La Russie est devenue dépendante de la politique monétaire de Pékin. Si la Chine dévalue le yuan pour soutenir sa propre économie, la valeur des réserves restantes de la Russie fondra mécaniquement. Moscou a perdu le contrôle de sa propre sécurité financière externe. L'épuisement des réserves signifie aussi que l'État ne pourra plus renflouer les secteurs en crise. Si une grande banque ou une région fait défaut en 2026, il n'y aura plus de coussin de sécurité fédérale. Le risque de contagion financière interne augmentera. La stabilité financière de la Russie reposait sur cette montagne de cash. Sans elle, le système devient fragile au moindre choc. En synthèse, 2026 marque la fin de l'abondance financière héritée. La Russie aura brûlé en 4 ans ce qu'elle a mis 20 ans à économiser. Elle entrera dans une phase de gestion de la pénurie budgétaire, où chaque rouble dépensé pour l'armée devra être retiré de l'école, de l'hôpital ou de l'entretien des routes, rendant le coût de la guerre visible pour chaque citoyen. Chapitre 6. Synthèse et les 3 scénarios pour 2026. Au terme de cette analyse, 2026 apparaît comme l'année de vérité pour l'économie russe. Les tampons financiers seront usés, la main-d'œuvre épuisée et les équipements occidentaux obsolètes ou en panne. L'économie aura complété sa mutation vers un modèle archaïque, isolé et militarisé. 3 scénarios se dessinent pour cette année charnière. Le premier scénario est celui de l'iranisation lente. L'économie ne s'effondre pas brutalement, mais se fige. L'inflation reste chronique, 10-15%. Le niveau de vie baisse lentement, les infrastructures se dégradent, mais le régime maintient le contrôle grâce à la rente pétrolière, même diminuée, et à la répression. La Russie devient une grande Corée du Nord avec des ressources naturelles, stables en apparence, mais pourrissantes de l'intérieur. C'est le scénario de la stagnation séculaire. Le deuxième scénario est le choc externe. Si le prix du pétrole chute durablement sous les $50 en 2026, décision saoudienne ou récession mondiale, la Russie fait face à une crise de la balance des paiements. Le rouble s'effondre, l'inflation devient incontrôlable et l'État doit cesser de payer les salaires ou les soldats. C'est le scénario de 1998, mais avec une guerre en cours. Cela pourrait forcer un arrêt des hostilités pour des raisons purement comptables. Le troisième scénario est la vassalisation totale. Pour éviter l'effondrement, la Russie vend ses actifs stratégiques à la Chine à prix cassé. Participation dans les gisements, terres agricoles, infrastructures logistiques, tout est cédé à Pékin en échange de liquidités et de technologies. La Russie devient économiquement une province chinoise, perdant son indépendance stratégique pour sauver son régime politique. Pour l'observateur économique, la Russie de 2026 est un cas d'école de mauvaise allocation des ressources. En choisissant la géopolitique contre l'économie, le pays a hypothéqué son développement pour des décennies. Les chiffres de croissance actuels sont un mirage qui masque une désindustrialisation civile et une paupérisation future. La leçon est claire. Une économie de la taille de l'Espagne ne peut pas soutenir indéfiniment une confrontation militaire mondiale sans épuiser sa substance vitale. Les lois de l'économie, comme la gravité,
finissent toujours par s'imposer, même aux forteresses les mieux gardées. Le mur de 2026 n'est pas une opinion, c'est une échéance mathématique. La question n'est plus de savoir si l'économie russe va payer le prix, mais qui va payer? L'État, par le défaut, les entreprises, par la faillite, ou le peuple, par l'inflation et la pauvreté. En 2026, la facture sera présentée. Si cette analyse froide des bilans comptables russes vous a permis de voir au-delà de la propagande de guerre, soutenez ce travail avec un like. Abonnez-vous, car dans la prochaine vidéo, nous analyserons l'autre côté de l'échiquier. L'économie de guerre européenne est-elle capable de tenir la distance face à ce bloc de l'Est? Les guerres se gagnent sur le terrain, mais elles se perdent souvent dans les livres de comptes. À très vite.